Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. L'exercice qui nous réunit ce soir est un exercice que vous connaissez bien. Il s'agit de l'émission rétrospective de la rédaction de RTI1, une émission qui vous replonge dans le vécu d'une année qui a tiré sa révérence avec son lot d'objectifs fixés, d'objectifs atteints ou d'objectifs en cours de réalisation, le tout ouvrant une brèche à la projection successivement des journalistes de la rédaction de RTI1 selon leurs différents champs de compétences. Eh bien, nous accompagnerons au cours de cette émission, nous faisant partager leurs analyses de ce que aura été 2024 dans les champs de l'institutionnel, de la politique, de l'économie, de l'actualité en société, sur la toile, mais également et bien sur le plan sportif. L'occasion vous sera également à donner de vivre une immersion au sein de la rédaction de RTI1, mieux et bien de mettre des visages sur des noms qui vous sont aujourd'hui familiers. Nous ne serons pas seuls à tenir ce temps d'antenne avec nos confrères journalistes, nous serons accompagnés du docteur Diofolo Doumbia, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, le docteur Diofolo Doumbia que je vous invite justement à recevoir sur ce plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci donc d'être avec nous. C'est la première fois que la rédaction se donne pour initiative d'inviter un collaborateur extérieur, en tout cas à partager le récit de ce qu'a été l'année 2024. Alors, quel est votre avis justement de cette initiative et surtout de la rétrospective? Merci infiniment Herman. C'est déjà clair, hein? Ça dit que lorsque une entité, une personne morale ou physique décide de révisiter ou visiter son passé ou les actions accomplies, c'est déjà la marque de l'idéal, de la compétence, c'est déjà la marque de la confiance en soi. C'est toujours ce qu'on appelle le savoir-vivre. Merci de toujours rendre compte de ce qu'on a fait au peuple de Côte d'Ivoire. Merci docteur pour ces mots qui sonnent comme un encouragement à nos oreilles. Merci. Je vous prie bien sûr de bien vouloir prendre place. Madame, monsieur, il y a une dizaine de jours, nous passions dans l'effervescence le cap de 2024, une année tout aussi riche en actualité. Comme les précédentes années, l'actualité institutionnelle n'a pas baissé en intensité du côté du palais présidentiel. De grands challenges ont été atteints. Regardons ensemble à ce à quoi cela a consisté. Je vous invite justement à accueillir Mahama Traoré. Mahama, bonsoir. Bonsoir, Eman. Vous êtes un fidèle dans la couverture des activités présidentielles. Nous sommes heureux de tenir justement cette première partie de cette émission avec vous. Avec vous, nous allons revisiter le calendrier de ce qu'a été 2024 du côté du palais présidentiel. Et c'est dans cet élément qui va suivre. Nous avons déjà eu la coupe 2 fois. Et je suis sûr que nous l'aurons une 3e fois très bientôt. Il fallait y croire et le président Alassane Ouattara était le seul, sinon l'un des rares Ivoiriens à y croire encore. Le soir du 11 février finira par lui donner raison. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire a sa 3e médaille continentale. La Côte d'Ivoire termine championne de sa Coupe d'Afrique des Nations de football, puisqu'organisée sur le sol ivoirien. Baptisée CAN de l'hospitalité, la qualité de l'organisation, l'engouement et la ferveur suscitée par cette compétition fondent la Confédération africaine de football à la désigner comme la meilleure de l'histoire de la CAN. L'autre victoire remportée par la Côte d'Ivoire à cette compétition est celle de l'unité. Dans les tribunes, les lieux publics ou encore dans les foyers, les Ivoiriens font bloc derrière leur équipe nationale. Capitalisant sur ce fait, le chef de l'État engage des mesures visant à renforcer la paix et la cohésion sociale. Le 22 février 2024, il accorde ainsi la grâce présidentielle à 51 personnalités politiques et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales ou pour atteinte à la sûreté de l'État. Triomphante sur le rectangle vert, la Côte d'Ivoire l'est également avec ses ressources extractives et énergétiques en 2024. L'opérateur italien Eni révèle au président Alassane Ouattara de nouvelles découvertes autour de Baleine, le plus grand gisement de pétrole et de gaz du pays. Un gisement aurifère de classe mondiale est aussi repéré à Tanda. Sur le plan diplomatique, 2024 s'affirme comme une année active pour le chef de l'État. À Abidjan, il a notamment reçu en séjour officiel ses homologues de l'Italie, de l'Angola, celui nouvellement élu du Sénégal. Sans compter les entretiens accordés aux ministres des Affaires étrangères des puissances comme les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne. Si elles ont pour but de booster la coopération bilatérale, ces rencontres consacrent aussi la place de choix qu'occupe désormais la Côte d'Ivoire sur la scène diplomatique. De ses déplacements à l'étranger, il faut retenir sa participation en juin à Séoul au premier sommet Corée-Afrique, puis en Suisse au premier sommet sur la paix en Ukraine. En octobre, il était présent au 19e sommet de la francophonie à Paris. Ce séjour parisien est ponctué par sa désignation par l'UNESCO
en qualité de nouveau protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Fort de cette qualité et soucieux de préserver les acquis économiques de ces dernières années, Alassane Ouattara promet des élections apaisées et transparentes aux Ivoiriens et à la communauté internationale en 2025. Toutefois, le mystère demeure s'il sera candidat ou pas à l'élection présidentielle. Mme Traoré, c'est une très grande question que vous venez de poser justement au terme de cet élément. On aura le temps justement de parcourir les sujets en rapport avec cette question. Mais dites-nous, la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire organise sa CAN et la remporte. Une véritable success story à mettre justement sur au leadership du chef de l'État, Alassane Ouattara. Votre avis justement de tout ce qu'a été l'implication du chef de l'État dans l'organisation de cette CAN? Alors, Herman, il faut le savoir que depuis l'attribution de cette compétition à la Côte d'Ivoire en 2014, on notera notamment les infrastructures sportives, 6 stades, 24 terrains d'entraînement, les infrastructures hôtelières, sanitaires, sans compter les mesures sécuritaires déployées. Vous allez parler de rentabilité, mais il faut plutôt regarder ce que cette CAN-là a créé en termes d'engouement. À travers le monde, on a eu l'impression que pendant un mois, la Côte d'Ivoire n'était le seul pays qui était sur la carte du monde. On a vu aussi des Ivoiriens sur les réseaux sociaux bondir leurs sentiments d'appartenance, leur fierté d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Et pour le chef de l'État, ce patriotisme-là, surtout lorsqu'il se manifestait dans les stades, derrière les éléphants, c'est d'ailleurs ce qui a permis aux éléphants de pouvoir remporter la victoire finale, ce sentiment de fierté nationale-là, ce patriotisme-là, pour le chef de l'État, c'est le plus grand trophée remporté à l'issue de cette CAN. Alors sur le plan international, on a vu la Côte d'Ivoire justement qui a continué de travailler au renforcement de sa collaboration avec plusieurs autres pays. On a pu le noter dans l'élément qui a précédé, n'est-ce pas? Bien sûr, le chef de l'État s'est notamment rendu en Suisse parce que la voie de la Côte d'Ivoire en matière de diplomatie, c'est le dialogue entre les parties. Le chef de l'État s'est notamment rendu en Suisse pour participer au premier sommet sur la paix en Ukraine. On sait la position de la Côte d'Ivoire sur cette question, mais la Côte d'Ivoire continue d'appeler toutes les parties belligérantes à prioriser le dialogue dans les différents conflits. Le chef de l'État s'est notamment rendu en France en octobre pour participer au sommet de la francophonie. Vous savez ce que cette institution représente pour la Côte d'Ivoire et bien d'autres occasions, notamment le sommet de la CEDEAO. On sait un peu le climat qui prévaut dans la sous-région. Donc il a été cette année, en 2024, à 2 reprises au sommet de la CEDEAO pour prendre des décisions importantes. On se souvient qu'en décembre dernier, la CEDEAO a formellement acté le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, à compter du 29 janvier 2020. Et vous étiez à Abuja justement pour suivre cette actualité en tant que journaliste. Quelles sont justement les conclusions que vous avez tirées en termes d'observation de tous ces faits qui ont eu lieu donc, sous votre regard? Alors, les textes sont clairs là-dessus. À compter du 29 janvier 2025, ils ne font plus partie de la CEDEAO. Mais les États de la CEDEAO continuent toujours de mettre en avant le dialogue, tendent toujours la main à leurs frères des pays de l'AES. Et ils auront encore 6 mois pour dialoguer, pour voir s'ils peuvent encore revenir sur leurs décisions. Et durant ces 6 mois, la CEDEAO ne restera pas inactive. Dans ces pays de l'AES, là, il y a certaines institutions de la CEDEAO qui résident dans ces pays. Comment démanteler les dispositifs dans ces pays-là, comment réaffecter les personnels, tout. Donc, durant 6 mois, c'est ce travail-là qui va se faire. Alors, permettez-moi justement d'intervenir sur cette manière dont vous avez terminé ce reportage avec cette grande question que se posent les Ivoiriens et la communauté internationale. Alassane Ouattara, le chef de l'État, sera-t-il candidat ou pas à l'élection présidentielle de 2025 ? Bien malin qui pourra répondre à cette question, Eman. Bien malin. Même en début d'année, cette année, à l'occasion de la présentation des vœux, ils nous ont encore envoyé réfléchir. Je suis encore désireux de pouvoir servir mon pays. En même temps, il dit aussi qu'au sein de mon parti, qui réclame sa candidature, il y a une demi-douzaine de personnalités susceptibles de pouvoir lui succéder. Vous savez, les histoires de candidature, ce sont des décisions personnelles. Il prendra sa décision, certainement avant la fin de ce premier semestre 2025, puisqu'il faut bien mener campagne, il faut bien vraiment lancer la machine de parti pour pouvoir vraiment conquérir le pouvoir d'État. Docteur Diofolo Doumbia, je me tourne vers vous. À votre analyse justement de ce qu'a été le bilan du chef de l'État en termes justement d'engagement au service de la Côte d'Ivoire. On l'a vu dans l'élément qui a précédé, le président de la République a contribué à renforcer ses relations diplomatiques. Oui, votre analyse? Merci infiniment. Je vais commencer par la CAN. Vous savez que la CAN a été un indicateur de performance du leadership du président Alassane Ouattara, autant dans sa forme que dans le fond. Mais ce n'est pas la CAN seulement qu'il faut viser. Le sport est devenu une véritable industrie. Le sport est une véritable industrie qui va permettre non seulement l'épanouissement des peuples, mais qui va aussi permettre de faire savoir ce que nous voulons exactement.
Au niveau de cette CAN-là, j'aimerais mettre... J'ai deux choses à préciser. Vous avez vu, lorsque nous avons perdu contre la Guinée équatoriale, s'il s'agissait de mesurer cette colère et l'étendre à la victoire contre le Nigeria, vous allez voir qu'à travers ces deux analyses, il y a ce qu'on appelle la notion d'honneur et de déshonneur. Lorsqu'on a perdu contre la Guinée équatoriale, ce n'est pas la défaite qui a fait mal aux Ivoiriens, c'est le score et la nonchalance de nos éléphants. C'est ce qui a causé la colère. Et fort heureusement, l'histoire a fini par tourner en notre faveur, n'est-ce pas? Oui, exactement. Maintenant, quand tu vois cette colère-là, on mesure en même temps ce peuple-là qui aurait du déshonneur. Vous allez voir tous les éléments dans notre hymne national. Tête d'espérance, solidarité et tout ça, mais honneur. C'est l'honneur qui a poussé ces jeunes-là à faire ce qu'ils ont fait. On ne conseille pas cela. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés, ils ont dit au commissaire, mais vous pouvez admettre que dans le pays d'Alassane Ouattara, on vient nous humilier comme ça, 3-0. Donc ce n'est pas la défaite qu'on n'a pas gérée, c'est le déshonneur qui a poussé cela. Maintenant, avec la victoire, mais lorsque la victoire, le président l'a résumé, il faudra qu'on soit unis, comme les Américains, parler d'une seule voix, agir avec une seule action. Et on a vu des Ivoiriens unis jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Exactement. Docteur, à côté justement de son époux, il y a la première dame Dominique Ouattara, en notant que l'actualité institutionnelle enregistre également le cumul de ses activités. On note un renforcement des initiatives en 2024, madame, monsieur, pour ce qui concerne justement la lutte contre le travail des enfants, l'autonomisation donc des femmes de Côte d'Ivoire via le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la promotion de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, qui a d'ailleurs accueilli plusieurs premières dames, mais il y a aussi le parrainage de plusieurs bourses d'excellence dédiées à la formation des jeunes filles. On voit tout ceci avec Alexis Ouedraogo. Significative pour un impact concret sur les populations, voilà l'agenda 2024 de la première dame Dominique Ouattara. La lutte contre le travail des enfants était au cœur des priorités de l'épouse du président Alassane Ouattara, avec la signature du cadre d'action 2024-2029 pour la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, les États-Unis et l'industrie internationale du cacao et du chocolat. Autre point clé, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, qui s'est vu consolidé. Ce sont aujourd'hui près de 420 000 femmes qui en bénéficient à travers le pays pour un capital de 26 milliards de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, via sa fondation Children of Africa, a poursuivi ses initiatives d'aide aux familles les plus vulnérables avec l'achèvement de la nouvelle case des enfants au plateau et la maison de vie de Bingerville, inaugurée en mai dernier. L'hôpital mère-enfant de Bingerville aura permis en 2024 d'enregistrer des progrès dans la prise en charge du couple mère-enfant. Au fil des visites officielles dans le pays, la première dame l'a fait découvrir à plusieurs autres premières dames, notamment à Nadias Lorenzo, première dame de la République d'Angola, Zita Nguema, première dame de la République du Gabon, Sa Majesté Mathilde Dakos, reine de Belgique. Alors, Mme Traoré, que retenir de l'agenda de la Première Dame pour 2024 et quelles projections pour 2025? Eman, tu me permettras de revenir d'abord sur ce que cet hôpital dont a parlé Alexis dans son reportage, l'hôpital mère-enfant, œuvre de la Première Dame Dominique Ouattara à travers sa fondation Children of Africa. Vous savez, en ce début d'année, tout le monde a été marqué par cette opération des sœurs siamoises. Vous savez, toutes les opérations de siamoises ne sont pas faciles à réaliser et dans leur cas, il s'est avéré que scientifiquement, c'était possible de le faire. Et ça a été une réussite à l'hôpital mère-enfant qui dispose des infrastructures adaptées et bien sûr avec le concours de spécialistes extérieurs, notamment venus par le canal de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, qui a l'habitude de le faire à l'hôpital mère-enfant. Cette opération-là s'est déroulée avec succès après 13 heures d'intervention et 16 heures d'anesthésie. Aujourd'hui, les petites Marie et Grâce se portent bien. Et même leurs parents ont décidé de leur attribuer le prénom de la première dame. Donc désormais, elle s'appellerait Grâce Marie-Dominique et Grâce Dominique. C'est un exploit, mais ce n'est pas le premier du genre, ça n'étonne pas. Parce que depuis l'ouverture de cet hôpital en 2018, l'hôpital est habitué à ce genre d'exploit. On le sait notamment, nous avons plusieurs fois couvert des opérations de prise en charge de sténose caustique. Vous savez, ce sont des pathologies qui
affectent l'œsophage et qui naissent à la suite de la consommation de produits corrosifs, notamment par les enfants. Et cela se fait de manière gracieuse par la Première Dame et ce sont des interventions qui permettent à des centaines d'enfants chaque année de pouvoir retrouver la liberté de manger, de boire comme tous les autres enfants. Maintenant, pour ce qui est de 2025, la Première Dame va continuer ses activités traditionnelles. On s'est engagé sur plusieurs fronts. Elle est la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Sur ce chantier-là, les actions vont continuer. Il y a eu des actes forts en 2024. La signature d'un nouveau pacte qui incluait le Ghana, la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui suivent de près la question. Donc la Côte d'Ivoire qui a fini de déployer sa stratégie 2019-2024 va déployer une nouvelle stratégie de lutte contre ce phénomène-là cette année. Également, l'autonomisation des femmes, ça va continuer puisque le fonds FAFSI existe toujours. Les femmes seront toujours appelées à aller vers les institutions de microfinance pour bénéficier des prêts qui leur sont accordés à travers ce mécanisme-là. Il y a également les activités traditionnelles, notamment le fameux dîner de gala de bienfaisance qu'elle organise chaque année avec sa fondation. Cet événement-là permet à la Fondation Children of Africa de récolter des fonds qui l'aident à réaliser des œuvres à grand impact social. Cette année, en 2025, notamment le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences basé à Diaké. Il aura coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Merci, Mme Traoré. Docteur, très rapidement, la Première Dame, on l'a vu dans cet élément, toujours donc soucieuse du bien-être des enfants de Côte d'Ivoire. À votre point de vue, justement, sur ce sens élevé de la générosité. Oui, le sens que nous donnons à cela est très simple. C'est-à-dire que la Première Dame est une soupape sociale qui agit à la fois au niveau des enfants, des adultes et des personnes âgées. Nous avons en présence de nous, à travers ces actions et ces actes, nous avons une forme de compensation sociale qui permet de faire réjaillir ceux qui semblaient être oubliés. Vous voyez, lorsqu'on donne 100 000 francs, 200 000 francs dans une localité où on ne touche même pas 500, 300, c'est de l'or. Ça fait certainement plaisir. La dame est courageuse, elle produit, et cela devient du diamant. La Première Dame, comme je l'ai dit, est une soupape sociale que nous devons respecter. Merci à vous, docteur, pour cette analyse. Madame, monsieur, en 2024, dans les champs de la politique, eh bien, les cloches ont sonné à toute vallée. Les partis politiques ont connu une certaine animation. Et pour diverses raisons, on en parle dans un instant, juste après ce générique. Journaliste au service politique, nous voulons inviter Alexis Ouedraogo à nous rejoindre ici sur ce plateau. Alexis, bonsoir. Bonsoir Herman. Alexis Ouedraogo, dynamique journaliste du service politique, toujours gracieuse. Merci de nous rejoindre ce soir. Ce soir, vous portez la voix du service politique et avec vous, nous allons passer en revue ce qui a marqué 2024. Que retenir de 2024 ? Je vous invite à suivre le récit de Konaté Moussa dans cet élément qui va suivre. 21 décembre 2024, le PDCI-RDA est à Aboissou pour la célébration de l'an 1 de Tidiane Thiam à la tête du parti. Après le décès de feu Henri Konan Bédié, le président Thiam, élu en décembre 2023, a entrepris une restructuration en vue d'un dynamisme nouveau pour la reconquête du pouvoir d'État. Mais la plus ancienne des formations politiques de Côte d'Ivoire fait face à une crise interne suite à la déclaration de candidature de Jean-Louis Bion pour la présidentielle de 2025. Une convention est donc prévue pour le choix de celui qui défendra les couleurs du parti en octobre prochain. Au PPACI, Parti des peuples de Côte d'Ivoire, les militants misent sur le président Laurent Gbagbo. Investi le 10 mai 2024 candidat à la présidentielle de 2025, Laurent Gbagbo est toujours en attente de sa réinscription sur la liste électorale, ce qui pourrait lui permettre de participer au scrutin. Mais en attendant, Awa Domelo, l'un des vice-présidents du PPACI, pourrait être une alternative en cas de non-candidature du président Laurent Gbagbo au regard de ses récentes sorties médiatiques. Pascal Afine-Guessan est toujours à la barre au Front populaire ivoirien. Reconduit à la tête du parti à l'issue du congrès tenu les 8 et 9 novembre dernier, il est par la même occasion désigné candidat du FPI à la prochaine élection présidentielle. Mais le parti a connu une dissidence menée par l'ancien secrétaire général et l'ex-vice-président Pierre Dagbo-Godé. Ces derniers sont depuis quelques mois initiateurs d'un courant politique au sein du FPI dénommé Démocratie et Valeurs. Simone Eivek Gbagbo, l'ex-première dame, se maintient dans l'actualité politique et tient ferme le gouvernail de son parti. Elle est depuis le 30 novembre 2024 désignée candidate de son groupement politique MGC, Mouvement des Générations Capables. Tous ces partis politiques vont devoir affronter le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix,
Le parti au pouvoir consolide son bilan avec à sa tête son champion, le président Alassane Ouattara. Pour se rapprocher davantage de sa base, plusieurs coordonnateurs régionaux ont été installés sur tout le territoire national. Les militants sont toujours dans l'attente d'une annonce officielle de candidature ou non du président du parti Alassane Ouattara, qui ne s'est jusque-là pas encore prononcé. Alexis Ouedraogo, pas mal de mouvements observés au niveau des partis politiques en 2024, n'est-ce pas? Effectivement, pour 2024, un mot d'ordre a prévalu au sein de tous les partis politiques: préparer les échéances de 2025. Du PDCI en passant par le RHDP, le FPU ou encore le MGC de Mme Simone Ivé, c'était le mot d'ordre. On a vu beaucoup de restructuration d'un côté et de l'autre, travailler à la consolidation des acquis, notamment au niveau du RHDP. Alors, on a vu l'installation au PDCI RDA des représentants, des hauts représentants dans les différentes localités sur toute l'étendue du territoire. Idem pour le RHDP, mais qui, lui, a travaillé, par contre, à consolider et réactiver les coordinations qui existaient déjà et à consolider leur présence sur le terrain. À l'heure où les choses se précisent, Herman, le plus difficile pour les partis politiques, ce sera vraiment de guérir des blessures internes. Parce qu'on a vu beaucoup de divisions, notamment au sein du FPI, qui a été confronté à une dissidence, la branche Isiaka, qui est désormais sur le terrain, même si elle a été déboutée par la justice. Et au niveau du PDCI RDA, on a un Tidiane Thiam qui sera confronté à Jean-Louis Billon, qui a annoncé clairement sa candidature, quitte bien sûr à affronter Tidiane Thiam à la convention du parti, dont la date n'est pas encore connue. Alors, au regard de tous ces mouvements, quelle pourrait être la configuration politique en 2025 Alors, pas vraiment de grands changements. Les cartes sont déjà bien distribuées. Au niveau du RHDP, il va vraiment s'agir de renforcer les acquis, une gouvernance sur une très longue période. On a des réflexes au niveau du terrain, à l'intérieur du pays, dans les grandes villes. Le parti est bien installé. Au niveau de l'opposition, les choses se mettent en place peu à peu. Cette année, ça a été vraiment la restructuration en interne, comme je l'ai dit tantôt. On travaille à mettre en place la machine, le mécanisme, rallier toutes les villes du pays. Ce sera l'exercice le plus difficile. Et bien sûr, comme j'en parlais, il faut aussi travailler à renforcer l'unité, la cohésion. Sinon, dans les grandes lignes, on ne devrait pas voir réellement de changement, si ce n'est ces travaux à faire en interne. Alors, docteur, je ne peux pas ne pas vous poser la question qui suit. Comment on pourrait justement se définir ce rebattage des cartes au niveau des partis politiques? Bien, il faut reconnaître, comme elle l'a dit, il n'y a pas de changement majeur. Mais je vais insister sur un fait. Au niveau des crises internes dans les partis politiques, il ne faudrait pas que cela soit perçu comme sanctionné du sceau de la négativité. Vous savez, autant ce sont les électrons qui expliquent la mobilité électrique. Et ces crises à l'interne permettent de voir effectivement la résilience des militants. Ça, c'est un. À condition que cela soit saupoudré par ce qu'on appelle la discipline. Lorsque vous finissez de faire cette guerre interne, il faudrait que vous soyez animé par ce qu'on appelle la discipline du parti. Sinon, vous n'êtes pas un militant. Est-ce qu'à la base, ces partis ne devraient plutôt pas travailler sur la formation de leurs militants pour éviter justement que ceux-ci aillent d'un point A à un point B sans justement avoir une ligne de route? La formation, elle est continue, elle est en permanence. Ce n'est pas aux approches des élections qu'il faut faire la formation. Et je pense qu'il y a une sorte de maturité au niveau des grands groupements politiques en Côte d'Ivoire. Qu'on choisisse le PDCI, qu'on choisisse le PPACI, qu'on choisisse le RHDP ou autre, chacun fait l'effort d'indiquer au moins à ses militants le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est le respect de notre drapeau. Le minimum, c'est quoi? C'est la discipline. Le minimum, c'est quoi? C'est l'union. Maintenant, celui qui n'oute pas cela s'expose à la rigueur de la loi. Voilà, c'est clair. Alors, docteur, les militants du PPACI espèrent la réintégration, la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Du côté du RHDP, le président du parti ne s'est pas encore prononcé justement sur son éventuelle candidature à cette présidentielle de 2025. Vous, en tant que justement chercheur, enseignant-chercheur, quelles sont les questions que tous ces faits éveillent en vous? Bien, le souhait de tout citoyen, c'est de voir des élections inclusives où tout le monde participe. Mais la participation est encadrée par la loi. Là, ça ne relève pas de nous. Sinon, notre vœu, le vœu le plus majeur, c'est de voir tout le monde candidat, ce qui va apaiser beaucoup de choses. Mais il y a la loi qu'il ne faut pas ignorer. Notre loi n'est pas seulement verbale, elle est tacite, c'est-à-dire elle est là. Il y a la grille de la loi qu'il faut voir. Mais il y a aussi le président de la République qui a ce pouvoir de donner et d'ordonner. Et notre idéal, pour me résumer, c'est de voir tout le monde candidat, de telle sorte qu'il n'y a pas de crise après les élections.
Alors Alexis, vous qui avez animé le champ politique pendant, on va dire, 12 mois, pensez-vous que ces élections seront apaisées? Écoutez, si on a bien entendu et écouté le message du chef de l'État le 31 décembre, on a bien perçu sa volonté manifeste d'aller à un scrutin apaisé. Il a encore réitéré face au corps diplomatique à l'occasion de la présentation des vœux au palais présidentiel. Il a aussi dit aux différentes forces armées, le grand commandement s'est engagé à avoir sur le terrain ici en Côte d'Ivoire des élections apaisées. En tout cas, Herman, tout est en place pour qu'on ait vraiment un scrutin tranquille pour octobre 2025. Alors, je rappelle également que le service politique gère le volet international de l'actualité au sein de la rédaction. En 2024, quel est, selon vous, l'événement qui mérite justement d'être abordé ce soir? Alors, je vous en donnerai deux. En Syrie, bien sûr, la chute de Bachar al-Assad et la réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Le 45e président américain en redevient le 47e devant la démocrate Kamala Harris. Donald Trump qui a une fois de plus déjoué tous les pronostics. Absolument. Merci à vous Alexis Ouedraogo d'avoir été donc avec nous. Docteur, merci de cet éclairage. Nous retrouvons un autre habitué de cet exercice, Lansine Bakayoko. Lansine Bakayoko qui est chef du service économie de RTI 1 que nous allons recevoir dans un instant. Lansine Bakayoko que nous annoncions à l'instant. Lansine Bakayoko qui va donc faire son entrée. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Eman. Heureux de vous recevoir à nouveau pour cette énième émission de rétrospective 2024 pour cette fois. Lansine Bakayoko, avec vous, on est servi en chiffres et surtout en précision pour ce qui concerne tout ce qui aura marqué l'année précédente, surtout 2024. Alors, 3 choses à retenir pour 2024. J'ai nommé mine, énergie, découverte, 3 gisements. Le gisement Kalao, les mines de Kani et Dianra, le gisement aurifère de Tanda, récit signé Juliette Ouéa. En Côte d'Ivoire, 3 découvertes majeures ont été possibles en 2024 grâce à l'amélioration continue de l'environnement des affaires et au climat de paix et de sécurité. Il s'agit du gisement d'hydrocarbures Kalao, des mines de Kani et Dianra et du gisement aurifère de Tanda. Situé à 45 km au large des côtes, le gisement Kalao a été découvert par le groupe italien Eni en partenariat avec la Société nationale Petrosi. Les estimations indiquent des réserves de l'ordre de 1 à 1,5 milliard de barils de pétrole. Pour Kalao, la mise en exploitation va se faire d'ici à 2026. Environ 1500 emplois directs et 7000 indirects sont attendus. Deuxième grande découverte, les mines d'or situées dans les départements de Kani, dans la région nord-ouest, et de Dianra, dans le centre. Ces gisements aurifères trouvés par la firme canadienne Montage Gold constituent les plus grandes mines du pays. Les ressources mises en évidence sont d'environ 155 tonnes d'or pour une durée de vie initiale de 16 ans, avec la possibilité de les étendre grâce au potentiel d'exploitation. La phase de construction de ces gisements va permettre la création d'environ 2500 emplois directs et indirects contre 1000 emplois pendant son exploitation. Enfin, le gisement aurifère de Tanda, dans la région nord-est du pays, vient renforcer la dynamique du secteur minier ivoirien. Cette mine, dont l'exploitation nécessite un investissement de 530 milliards de francs CFA, devrait produire plus de 11 tonnes d'or par an. Le tout premier lingot d'or sera produit en 2028. Un commentaire signé Juliette Ouéa, Lansine Bakayoko pour 2024, la découverte de tous ces gisements. On va d'abord parler du gisement à Kalao. Qu'est-ce que cela va changer véritablement? Alors, la découverte du gisement Kalao, qui a un potentiel de 1,5 milliard de barils, va venir renforcer le parc de production de la Côte d'Ivoire. Un parc de production déjà qui était renforcé il y a quelques années par Baleine et par les productions antérieures. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va permettre de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub énergétique au niveau de la sous-région. C'était un projet qui tenait vraiment au gouvernement de Côte d'Ivoire et ça va permettre également de résoudre les besoins énergétiques qui sont de plus en plus énormes vu que la Côte d'Ivoire a mis en place une politique d'électrification tous azimuts. Aujourd'hui, il reste à peu près 500 localités, 500 villages qui n'ont pas encore été électrifiés, mais ils le seront d'ici la fin de 2025 si nous en tenons aux projections
de l'État ivoirien. Alors on parle aussi des mines, avec le gisement de Dianra-Kani et celui de Tanda. Est-ce que cela suffit pour dire que la Côte d'Ivoire est bien devenue un pays minier? Oui, on peut dire que la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays minier parce que si toutes ces productions, en tout cas si tous ces gisements sont mis en production, la Côte d'Ivoire devrait être autour de 70 à 75 tonnes de production d'or. Parce que les autres pays aujourd'hui qui dévancent la Côte d'Ivoire, je pense que le pays qui est le premier producteur, notamment au niveau de la sous-région, c'est le Ghana qui totalise à peu près 105 tonnes de production d'or, qui est suivi du Mali avec 65 tonnes et le Burkina 58 tonnes. La Côte d'Ivoire vient un peu plus derrière aujourd'hui avec 52 tonnes, mais avec les projections, avec les découvertes minières qui sont en train d'être opérées, la Côte d'Ivoire devrait être, en tout cas, au plus tard à la fin de cette année 2025 ou début 2026, autour de 62 tonnes, parce que la Côte d'Ivoire vient de mettre en production la mine de Lafigué qui va produire à peu près 7 tonnes à 8 tonnes d'or. Alors, la découverte de ces gisements comporte seulement des avantages pour la Côte d'Ivoire ou devrait-on s'attendre à quelques effets boomerang? La course à l'or dans notre pays, et peut-être pas seulement, a entraîné des effets pervers, notamment au niveau de l'orpaillage qui n'est pas toujours légal. Il y a une poussée vers l'orpaillage clandestin. C'est vrai qu'il y a l'autorité public qui est en train de prendre des mesures pour pouvoir circonscrire cette menace qui a la peau dure. Mais je pense que tout le dispositif qui est mis en place, si les institutions jouent franc jeu, si les autorités locales, si les populations font preuve de patriotisme, normalement, on devrait pouvoir maîtriser cette question parce qu'avant tout, ce n'est pas seulement une question économique, mais c'est une question de survie parce que les problématiques environnementales sont réelles. Les orpailleurs aujourd'hui étaient initialement dans les zones septentrionales, mais il y a aujourd'hui une convergence vers l'ensemble du territoire, même dans des zones qui étaient habituellement où on ne pensait pas qu'ils pouvaient arriver, notamment à Gagnoa, à Daloa, et même vers Sassandra, les orpailleurs aujourd'hui continuent de menacer notre environnement. Et il convient de noter également que la lutte contre l'orpaillage clandestin se renforce sur le terrain. Aujourd'hui, la question de l'or se fait de façon un peu traditionnelle, qu'il y a une ruée vers la Côte d'Ivoire. À mon avis, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir mettre en place des circuits de commercialisation, notamment un comptoir d'or, et construire des usines d'affinage qui vont permettre d'industrialiser le secteur. Et donc, les clandestins devront sortir du système et permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un secteur aurifère industriel bien structuré et permettre à ce que le pays profite davantage des recettes qui ont permis cette année, en tout cas au niveau du fisc, d'avoir à peu près 400 milliards de francs CFA. Et parlons justement de profit, docteur, je voudrais me tourner vers vous. Alors, le sous-sol ivoirien semble riche, il est riche et semble attirer énormément de convoitises. Alors, quelles pourraient être, selon vous, les quelques solutions qu'il faudrait justement apporter pour freiner justement ce phénomène d'orpaillage clandestin? Bon, l'orpaillage est vraiment une problématique qui est liée à tous les pays qui ont les ressources assez riches, hein. Ce n'est pas nous seulement. Même les pays qui ont cette culture d'or, comme le Ghana, il y a toujours de l'orpaillage, mais ça a été encadré par la loi et puis par la rigueur de la loi et les forces de l'ordre. Ce que je voudrais dire à propos de ce que le bilan des choses, notre frère Bakayoko, vous savez, de 60 à 70, on a opéré le miracle ivoirien avec l'agriculture. Aujourd'hui, il se trouve que nous avons encore d'autres axes qui vont soutenir l'agriculture. Dans ce mélange de faits, dans cet espoir, il ne faut pas oublier la problématique de l'environnement. C'est bien d'avoir du pétrole, c'est bien d'avoir de l'or. Ces éléments vont venir soutenir nécessairement l'agriculture et ça va enrichir la population, mais il ne faut pas oublier la problématique de l'or. Je prends l'exemple simplement du sud du Nigeria, où le pétrole est devenu plus qu'un danger. Vous voyez? Donc, il faut traiter tous ces avantages que Dieu nous a donnés avec mesure. C'est-à-dire, il ne faut pas exploiter pour exploiter, il faut exploiter en tenant compte de l'environnement et surtout l'écosystème du secteur où c'est exploité.
Il faut donc veiller à bien encadrer. Oui, il faut bien encadrer. Pour garantir la sécurité des populations. Exactement. Et on l'a bien compris, docteur. Alors, Lansana Bakayoko, l'agriculture, vous ne saurez faire ce tour de l'actualité qui aura marqué l'économie en Côte d'Ivoire en 2024, sans faire allusion au binôme café-cacao, qui ont donc le café-cacao, qui ont donc atteint des niveaux records sur le marché international. On a surtout l'impression que nos producteurs ont été lésés par rapport aux planteurs d'Afrique centrale. Pourquoi ? Vous savez, tout dépend de la politique que chaque État mène. Le cacao, le café, ce sont des produits phares pour la Côte d'Ivoire, ce sont les principaux produits pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique centrale, il faut le savoir, c'est un produit marginal. Le principal producteur de cacao au niveau de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun qui a à moins de 300 000 tonnes. Donc, c'est un produit exotique dans cette zone. Or, en Côte d'Ivoire, c'est un produit structuré autour duquel gravite l'ensemble de l'économie ivoirienne. Donc, on ne peut pas avoir la même politique. Et si tu veux, Herman, en Côte d'Ivoire, nous avons deux types de vente qui a été choisi. C'est le type de vente par anticipation. Par anticipation. À la moyenne, la Côte d'Ivoire vend 80% de sa production avant que cette production soit disponible et 20% sont mis qui correspondent à la petite saison. Et alors que les Camerounais, l'Afrique centrale vend son produit par groupé et c'est des produits qui sont vendus dans un système libéralisé. Et quand l'avantage que nous avons, chaque système a son avantage, mais pour nous, ça permet d'avoir une prévisibilité, non seulement au niveau des recettes fiscales que la Côte d'Ivoire engrange pour la confection de son budget, mais ça permet aussi aux populations, aux producteurs, d'avoir une programmation budgétaire, une programmation de leurs revenus qui soit stable. Bon, ça a son avantage comme ça a son désavantage. L'objectif étant bien sûr que le producteur soit au centre des décisions et qu'il puisse bénéficier des retombées, n'est-ce pas? Bien sûr, le producteur doit être au centre des décisions, je crois que cette année, la chose a été relativement réglée. La Côte d'Ivoire a eu 1800 pour le kilogramme de cacao et 1500 pour le café. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fixant un prix bien calibré, ça permet quand même aux producteurs d'avoir une vie relativement structurée. Parce que imaginez que les productions, en tout cas sur le marché international, le cacao aujourd'hui est relativement en déclin. Si ça se passait pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble du système économique qui s'effondrerait. Et ça, c'est un risque que le gouvernement ivoirien a choisi de ne pas prendre. Et merci à vous, Lansana Bakayoko, d'avoir revisité avec nous les pages de l'économie pour 2024. Mesdames, Messieurs, qu'elle soit politique ou économique, toute décision prise par un gouvernement pour but d'avoir un impact positif sur le quotidien des populations. Et elles ont été nombreuses, ces décisions, visant à améliorer les conditions de vie des populations, éducation, santé, culture, environnement. Quelles évolutions ou actes majeurs posés en 2024? On en parle maintenant et c'est avec Serge Coléa. Et nous retrouvons Serge Coléa. Serge, bonsoir. Bonsoir. Avec beaucoup de plaisir, je viens vers vous. Justement, vous souhaitez la bonne et heureuse année 2025. Nous allons ensemble passer en revue ces différents points qui auront marqué 2024, tant sur le plan culturel, sur le plan, bien sûr, de la société. La culture fait partie de la société. Un journalisme en phase avec votre quotidien, c'est donc la promesse que vous fait la rédaction de RTI 1. Ce qu'il faut noter, c'est que dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture, de l'enseignement supérieur, de grands événements ont marqué l'année 2024. Que retenir de ces événements? On en parle à l'instant avec Sephora Zeki. L'année 2024 marque un tournant pour le secteur de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, avec des événements significatifs qui ont redéfini le paysage universitaire du pays. L'un des événements majeurs est la dissolution de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et l'interdiction d'activités syndicales dans les universités de Côte d'Ivoire. Sur le plan environnemental, 2024 a vu se tenir la 29e conférence des parties sur la lutte contre les changements climatiques, tenue à Bakou en Azerbaïdjan. Dans le secteur de la culture, la Côte d'Ivoire a signé un accord portant sur la restitution du tambour parleur, le Djidji Ayokwe. Ce tambour qui a été pris au peuple ébrié lors de la colonisation s'apprête à regagner sa terre natale, Abidjan. L'Atiéké, aliment de base en Côte d'Ivoire, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une victoire pour la Côte d'Ivoire qui séduit le monde avec sa gastronomie diversifiée. Plusieurs défis et chantiers attendent d'être relevés sur le plan culturel pour le bonheur des Ivoiriens. 2024 a été indéniablement marqué par la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN. La grand-messe du ballon rond
pendant laquelle nous nous sommes déployés dans les stades et fan zones, aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays, pour toucher du doigt l'engouement des supporters autour de la compétition. Nous avons également emmené nos caméras dans l'univers des volontaires de la CAN, des jeunes dont le dévouement pour la patrie aura permis de réussir cette fête du football. À l'issue de la finale, la RTI a eu l'exclusivité d'être à la résidence des éléphants champions d'Afrique. La victoire des éléphants a ouvert la porte à de nombreux succès aux fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le 11 mai 2024, l'Ivoirienne Noferima Fofana, âgée de 24 ans, décroche à Paris le tout premier trophée mondial du slam de poésie. Une grande fierté pour la corporation de slameurs et le monde culturel en Côte d'Ivoire. 7 jours après le sacre de Noferima, l'élève Loevan Krekoum s'adjuge le prix du championnat international de dictée PGL 2024 au Canada, à seulement 10 ans. Une grande première pour la Côte d'Ivoire, une réussite qui a profondément marqué la communauté éducative ivoirienne. Comme ses héros nationaux, Yacouba Diakité a aussi hissé la Côte d'Ivoire au sommet au concours mondial d'informatique ITC 2024 en Chine. Ces réformes et initiatives montrent que la Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers un développement inclusif et durable. Cependant, des défis restent à relever dans certains secteurs, notamment la qualité des infrastructures et l'accessibilité des services dans certaines zones. Le chemin est encore long, mais le bilan des actions menées en 2024 est pour le moins encourageant. Alors, Serge Koléa, la Côte d'Ivoire championne du monde à de dictée, championne d'Afrique de football, de slam, d'informatique, record Guinness, on va le dire, dans l'attente de la certification, mais on peut déjà le dire. Alors, quelle retombée pour la Côte d'Ivoire après l'obtention de tous ces titres? Alors, merci Guivé, merci. Alors, Sephora l'a dit, la Côte d'Ivoire a moissonné suffisamment en 2024. Beaucoup de lauriers, des héros nationaux qui ont porté haut le drapeau ivoirien. Et les retombées, on dira tout simplement que c'est la Côte d'Ivoire qui rayonne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est cette image de ce pays nouveau, avec des Ivoiriens nouveaux que le président de la République prône tous les jours. Eh bien, dans son discours à la nation, le chef de l'État l'a dit, la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire s'affirme et s'impose au monde entier. 2024 a été vraiment une année de succès pour la Côte d'Ivoire, un pays donc qui gagne, une Côte d'Ivoire qui monte en puissance. Et c'est bon de le souligner. Alors, docteur Diofolo, la Côte d'Ivoire qui gagne, que vous inspire, on va le dire, cette progression du pays observée depuis plusieurs années? Serge l'a dit, c'est une Côte d'Ivoire qui gagne. La victoire est strictement liée au leader. Nous parlons ici de leadership, des résultats du leadership. Vous savez, lorsqu'on parle de leader, certaines personnes prennent cela comme un slogan. Non, il y a des critères pour le leader. Un leader, c'est celui qui est d'abord patient. À partir de la patience, il va soutirer ce qu'on appelle la résilience. Un leader, c'est celui qui a la méthode. La méthode au niveau de la réflexion, la méthode dans la mise en œuvre, dans la planification. Un leader, c'est surtout celui qui pardonne. Quand vous prenez ces valeurs, que vous le reflétez sur le président de la République, vous vous rendez vite compte qu'il est un leader, un véritable leader. Mais il ne faut pas confondre lui à son temps avec tout ce que nous avons obtenu. Il quitte même le niveau de leader pour être un héros. Et il n'y a pas honte à le dire. Les résultats obtenus par le président Alassane Ouattara, depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, on n'en a jamais vu. Je peux réveiller les résultats obtenus en 1921, la contre-révolution bolchevique. Non, je peux aussi toucher l'économie, la grande crise de 1929-1930. Non, la vitesse d'exécution est strictement liée à la valeur du leader. Et nous avons un véritable leader qu'il faut remercier. Je n'ai pas dit de l'aimer. Il a une épouse qu'il aime déjà, qu'il faut respecter et qu'il faut remercier. Alors Serge Koléa, la Côte d'Ivoire a aussi gagné dans l'enseignement supérieur, au niveau justement de l'enseignement supérieur. L'INPHB de Yamoussoukro est classée 2e meilleure université d'Afrique francophone, tandis que dans les universités publiques, eh bien, les activités syndicales sont interdites. On se souvient encore de la dissolution de la FECI. À quel commentaire sur ces cas de figure, Serge? Alors, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours, mais dans le prolongement, l'INPHB, ces universités de Yamoussoukro que le président Félix Houphouët-Boigny a mis sur pied pour donc explorer l'excellence et faire en sorte que l'excellence règne en Côte d'Ivoire. Et c'est cette université-là qui est classée 2e au niveau de l'Afrique francophone. C'est un élément fort qui montre que notre enseignement supérieur gagne en compétitivité, surtout au niveau de Yamoussoukro, au niveau des écoles de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est en train d'aller vers
beaucoup d'autres universités. Nous en sommes à presque 10 universités. Le président a annoncé jusqu'à 2025. Donc, il faut que cet environnement-là soit assaini pleinement. Et la dernière action en date de la FESI avec Mordom a véritablement plombé l'évolution de notre enseignement supérieur. Donc, il était important de prendre des mesures. La mesure la plus importante, c'est la dissolution de la FESI. Et puis, une autre mesure, c'est donc d'interdire les activités syndicales au niveau de nos universités publiques. Vous savez qu'à l'INPHB, les activités syndicales n'existent pas. Là-bas, c'est un environnement qui est fait pour les études, c'est un environnement qui est fait pour apprendre et pour sortir des champions. Et aujourd'hui, je crois que nos universités publiques sont amenées à aller à cette compétition-là aussi. Et pour aller à cette compétition, il faut assainir. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a décidé de taper pour que notre université rayonne comme le pays qui est en train de rayonner. Et parlons justement d'assainissement. Vous ouvrez certainement la brèche pour que nous puissions aborder le chapitre de l'environnement. On a la COP, la 29e conférence des parties sur la lutte contre les changements climatiques qui s'est déroulée à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024. La délégation ivoirienne était conduite par le vice-président de la République, Timoko Melie Kone. Quels ont été les acquis pour la Côte d'Ivoire, justement, au terme de sa participation à cette COP? De nombreux acquis, mais nous en citerons quelques-uns, notamment la Côte d'Ivoire qui bénéficie d'un appui financier de 100 milliards de francs CFA de la Banque européenne, toujours donc dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire qui a donc renforcé également sa position en tant que leader régional en matière d'énergie. Et donc la Côte d'Ivoire qui entend, au-delà donc de ces retombées-là, faire un peu, si vous voulez, évaluer cette importante rencontre qui a eu lieu donc, dans le cadre de la COP avec le vice-président. Je crois que toutes les délégations ivoiriennes s'apprêtent bien évidemment à faire l'état des lieux, à faire le bilan avant donc de se projeter vers l'avenir. Donc c'est une Côte d'Ivoire au niveau de l'environnement qui s'inscrit dans la vision mondiale, donc qui est de lutter contre les changements climatiques. Et la Côte d'Ivoire est un bon élève en la matière avec, donc, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de retombées. Alors, docteur Jofolo Doumbia, je voudrais revenir vers vous pour justement aborder cette décision visant à améliorer la sécurité sur les campus prise par le gouvernement de dissoudre la FESI. Votre regard justement de cette décision et quels, selon vous, seront les impacts directs et immédiats de cette décision? Merci. J'appelle... en quelques mots. Oui, j'appelle le triangle d'or, 3 ministères. Le triangle d'or du gouvernement, c'est l'éducation nationale, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Parce que ces 3 ministères agissent directement sur l'esprit. Ces ministères ont pour fonction de transformer de façon améliorative l'esprit de l'homme. Ce triangle d'or a connu beaucoup de résultats. Au niveau de l'enseignement supérieur, je peux vous rassurer, je suis un des proches collaborateurs du ministre, il a pleinement conscience de ce qu'il doit faire. Et il a les ressources à la fois intellectuelles, matérielles, pour régler tout cela. La FESI, tout ça, c'est du passé. Nous sommes maintenant dans la dynamique de la réhabilitation des cités, de telle sorte que les meilleurs étudiants soient logés. Nous sommes aujourd'hui dans la planification pédagogique, de telle sorte que les coûts correspondent à un emploi. On parle d'égalité entre formation et emploi. Nous sommes surtout aujourd'hui dans l'éducation formelle, de telle sorte que les valeurs comme le respect, les valeurs comme le travail soient implémentées dans la conscience collective de nos étudiants. Merci à vous, docteur, pour ce point de vue. On aura certainement l'occasion d'aborder ce sujet à d'autres opportunités, d'autres occasions. Mais en attendant, madame, monsieur, sachez qu'à côté de ce décor existentialiste qui ramène, eh bien, en réalité, tel que vécu par la population, il y a également le volet virtuel de l'information. Vous le savez, depuis plusieurs années, eh bien, la RTI a mis sur pied une plateforme dénommée RTI Info, une plateforme donc web qui permet aux internautes de pouvoir interagir avec la RTI, interagir également avec les journalistes de cette plateforme. Nous recevons dans un instant Lassina Ouattara. Il est le chef justement de ce service. Avec lui, nous passerons en revue ces événements qui ont marqué 2024. Et c'est maintenant. Et nous recevons à présent Lassina Ouattara. Lassina Ouattara, chef du service RTI Info. Lassina Ouattara, toujours aux aguets, en train de guetter l'information sur les plateformes numériques.
vous êtes les vérificateurs de l'information au niveau de la RTI. Vous allez nous expliquer le mécanisme justement de vérification de ces informations que vous mettez à disposition à des populations. Madame, monsieur, en 2024, cette plateforme digitale de la RTI, eh bien, au niveau de l'information, a réalisé des résultats impressionnants, près de 100 millions de vues cumulées avec des pics d'audience lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et du défilé du 7 août dernier à Grand-Bassam. Il a aussi enregistré eh bien, plusieurs audiences, richesse donc en audience et en vues, et on en parle maintenant. Ces grands événements auxquels vous avez participé, vous avez assuré toutes ces couvertures. Nos journaux et contenus d'information sont, vous le savez, diffusés eh bien, à la télévision et sur le digital. Après, sur RTI Info, comment les Ivoiriens, dites-nous, comment les Ivoiriens s'informent-ils à la télé ou sur le net? Alors, il faut indiquer que selon un sondage publié par l'agence, on va dire l'autorité nationale de la presse, c'est que 75% des Ivoiriens s'informent par la télévision et 73% donc par le digital. Les pratiques informationnelles donc des populations, c'est principalement la télévision et on va dire le digital. Et donc nous ce qu'on fait, c'est réellement donc une vraie combinaison de ces deux supports, de sorte à ce que donc toutes les informations et les populations ivoiriennes donc soient informées. Dans la stratégie donc de la RTI, la stratégie éditoriale, c'est que c'est la combinaison des deux aujourd'hui qui permet donc d'amplifier l'ensemble donc des contenus d'information au quotidien pour mieux informer donc les Ivoiriens. Sur 2024, RTI Info a été au cœur aussi des événements, comme on l'a indiqué. Il y a la CAN, comme ça a été dit, mais également donc les JO. Et bien sûr, là où on a eu quelquefois des pics, c'était les obsèques donc, du président Bédié, mais également donc, quand le président de la République s'est retrouvé justement donc, devant le Congrès, encore une fois cette année, et puis il y a eu éventuellement donc, le défilé du 7 août. Alors, il faut savoir que le défilé du 7 août, c'est devenu traditionnel, avec donc, le beau défilé qu'on a pu voir, et là, on a fait en fait des pics d'audience, parce qu'à la réalité, comme on l'a indiqué, donc, la télévision, la radio, mais également donc, le digital ont su combiner réellement l'ensemble de toute la puissance, on va dire, du service public, pour que les Ivoiriens soient réellement donc, fiers de leur nation et fiers en fait de leur armée lors du défilé du 7 août. Alors docteur, dites-nous docteur, que pensez-vous de l'utilisation des NTIC dans le service de l'information? C'est tout à fait normal. Vous savez qu'on a connu plusieurs formes de civilisation. Nous sommes aujourd'hui dans la civilisation de l'écran, où l'information ne vient pas au sujet, l'information poursuit le sujet, mais ce n'est même plus le sujet qui va à l'information. Donc le digital est aujourd'hui incontournable, mais qu'il faut maîtriser. Vous avez posé au début de l'émission une question sur, comment on appelle, les élections. Est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait mal? Il n'y a qu'un seul vecteur qui peut déranger ces élections, c'est la qualité de l'information. L'information aujourd'hui est un produit. Aussi bien qu'on a vu de l'or, on a vu du diamant, l'information est un produit. C'est un produit, vous le savez mieux que moi. Le captage, le traitement, la diffusion, tout ça, ça englobe toute l'énergie. Donc c'est de faire de telle sorte que l'information soit juste et vraie. Et c'est justement le travail qu'effectue RTI Info, n'est-ce pas, Lassina Ouattara? Alors effectivement, il faut savoir que de plus en plus, aujourd'hui on assiste à quoi? Donc à tout ce qui est fausse information et les fake news comme on le dit. Et de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un dispositif qui permet de vérifier, de traiter, de vérifier et de pouvoir diffuser. Et c'est un dispositif également donc, qui a pour but en fait, de lutter contre la désinformation. Et c'est cela donc le quotidien donc, du travail qu'on fait. Et même les plus petites informations, les fausses, les images qui sont aujourd'hui donc quelquefois qu'on peut modifier avec de l'intelligence artificielle, des vidéos quelquefois produites par l'intelligence artificielle, quelquefois qui diffusent donc des fausses informations. Et on est là réellement donc on va dire pour pouvoir vérifier et pour pouvoir démystifier en fait ces informations, c'est la désinformation, de sorte à faire en sorte que on ait la qualité dans l'information en fait servie au public. Docteur, dites-nous quel pourrait être l'impact d'un tel travail réalisé justement par une plateforme dans le cadre de la sécurisation par exemple du territoire? Il y a aussi surtout la volonté de cadrer tout ça et surtout, encore, je le répète, de donner l'information juste et vraie. L'information peut être juste. Ce qui est juste n'est pas forcément vrai. Mais l'information vraie est forcément juste. Donc, l'effort que nous devons faire, autant pour le gouvernement que les praticiens qui agissent sur le gouvernement, c'est une responsabilité d'abord individuelle. Lorsque vous colportez une information que vous n'avez pas vérifiée, la responsabilité est individuelle. Lorsque vous diffusez et qu'il y a les conséquences, vous assumez. Aussi, l'État doit prendre des mesures, non seulement pas sanctionner, mais sensibiliser, comme c'est fait en permanence à la RTI. Vous voyez, à l'angle, à gauche. Tous responsables voilà, avec tous le hashtag, n'est-ce pas, c'est déterminant pour le pays. Il faut que cela soit rendu de façon sonore, parce que tout le monde ne voit pas. Il faut
et passer à l'éducation sur la qualité de l'information pour tout le monde. Changer de code, c'est-à-dire les langues. Il ne faut pas seulement dire en français. Il faut le dire dans nos langues, en Doula, en Sénoufo, en BT, en choses. Parce que tout le monde utilise aujourd'hui, comment on appelle, les réseaux sociaux et tout cela. Voilà. Merci à vous, docteur Lansana Ouattara. On va terminer rapidement avec vous le top 10. Quels sont selon vous le top 10 des événements qui ont marqué 2024? Il y a eu à peu près, sur l'année 2024, 100 000 vues donc, de vidéos, c'est énorme. Alors on a essayé comme ça d'avoir un top 10 donc, des meilleurs éléments, pas forcément les meilleurs, c'est les meilleurs éléments en termes d'audience générée sur le digital. Alors en premier, on a la maîtresse Tina Vanier, donc, qui est l'institutrice justement donc, au service de la communauté, mais surtout donc, des élèves, qui a accumulé donc, on va dire 2 millions de vues. On a également donc, le défilé, en deuxième le défilé des forces spéciales, donc le 7 août dernier. Ensuite, on a également l'intervention de la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukone, qui annonçait justement les innovations pour cette rentrée, on va dire la rentrée 2024, et qui a accumulé donc près de 1 600 000 vues. Et puis, il y a la CAN qui revient toujours. Alors, Boris Odilon, justement, donc, qui était le reporter sur le terrain le jour, justement, donc, de la finale, a pu capter éventuellement donc, les premières impressions donc, de Faye MS. Et ça on a 1,5 million de vues. Et puis, une chose qui est assez importante et quelquefois qui revient liée donc, au 7 août, c'est bien sûr donc, la journée de l'excellence. Ça veut dire que les Ivoiriens, de plus en plus, donc, sont appropriés le concept d'excellence. Et ça a cumulé donc 1,3 million de vues. Donc, c'était un reportage réalisé donc, par Alexis Ouadraogo. Et puis, on a bien sûr donc, les rencontres qu'il y a eu en 7e position, par exemple, la rencontre du président de la République avec le président du PDCI-RDA pour annoncer éventuellement donc, la date de l'obsèque de Henri Konan Bédié. Et puis, il y a bien sûr le reportage sur un handicapé, donc, on va dire en top 10, un handicapé donc, qui est vraiment quelqu'un qui essaie donc, de s'en sortir, qui est apprenti, donc Baka. Et donc, voilà, un peu tout ça donc, de façon ramassée, voilà, le top 10 donc, pour l'année 2024. 2025, éventuellement, donc, on aura 2 gros événements. La présidentielle d'octobre, mais également donc, la CAN, éventuellement. Et donc, c'est sur ces événements que nous sommes en train de travailler en ce moment. Et je pense que, toujours pour satisfaire le public, on sera réellement donc, à ces 2 grands rendez-vous. Donc, sur le digital, mais également donc, sur la télé et nos différents supports. Merci à vous, Lansana Ouattara, madame, monsieur. Eh bien, les éditions des journaux télévisés constituent l'une des vitrines par excellence d'une chaîne de télévision. À la RTI, le journal télévisé est l'une des fiertés de la chaîne nationale et c'est l'affaire de la direction de l'information. Comment fonctionne la rédaction? Comment est traitée l'information jusqu'à sa diffusion? Élément de réponse dans ce reportage signé Davy Soyo. D'accord, on a le titre et puis le off qui sont arrivés. D'accord. Attention. Là-dessus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Quelques heures plus tôt, conférence de rédaction de RTI 1. Il est 9h, c'est ici que débute le choix des éléments pour les journaux télévisés. 5 leads, on n'a pas encore le lead du Conseil des ministres, on attend, elle allait monter. Donc, si vous avez des leads... Supervisé par Lansana Koné, directeur de l'information, la conférence de rédaction est dirigée par la rédactrice en chef Delphine Bla. À ses côtés, son adjoint Issa Chonan Yeo. Échange constructif et parfois animé avec les chefs de service et l'ensemble des journalistes. Ici, les sujets sont étudiés et analysés minutieusement avant d'être retenus pour les éditions du jour. Je suis chargé de veiller à l'applicabilité des décisions prises ici. C'est pour les populations que nous sommes là et je pense qu'on réfléchit pour répondre surtout à leurs attentes, ces populations qui sont devenues de plus en plus exigeantes. Le chef d'édition peut désormais se mettre au travail. On recense les éléments qu'on doit prendre pour le flash de 10 heures. On soumet ça à la red chef ou au red chef adjoint qui donne son accord. Quand c'est OK, on va tout de suite à l'alignement et puis après en régie. La rédaction de RTI 1 comprend 6 services, régional, politique, grande enquête, société, économie et reportage. Ça va bien? Oui, ça va par la radio. Tout le monde est volontiers? Oui, toutes les équipes sont parties. Il faut forcément passer ici pour pouvoir avoir accès au terrain. C'est-à-dire que vous faites une programmation et vous vous assurez que les équipes partent. Une fois les sujets attribués, les reporters entrent en scène.
cap est mis sur le terrain. Les reporters de retour du terrain sont déjà à pied d'œuvre. Test écrit et validé par les chefs de service, direction la salle de mixage. Après la prise de voix, ils sont accueillis par les monteurs vidéo. Ces derniers, eux, transforment les séquences brutes en reportages prêts à être diffusés. C'est ici que le véritable travail se passe pour que les téléspectateurs puissent avoir les informations de façon concise, de façon précise. Alors que les reporters et monteurs vidéo peaufinent leur sujet, la présentatrice Marine Cognian, elle, prépare également son intervention. Mahamat est investi président de la République. Il a prêté serment hier à... Le lancement de chaque sujet, j'aime bien que le téléspectateur puisse se projeter. Donc puisse déjà imaginer ce que le reporter va lui servir comme image, comme information. Et à 13h, avec l'équipe de la régie, composée essentiellement du chef d'édition, du réalisateur et son assistant, ingénieur de son et autres, la magie peut opérer. Bonjour, madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information, l'actualité. Pour l'édition de 20h, l'édition en prime time, c'est généralement l'affaire des plus expérimentés. Depuis plus de 10 ans, Marie-Laure Goran présente le 20h. Chaque JT pour moi est un nouveau JT. C'est un nouveau JT parce qu'il faut respecter les téléspectateurs pour leur offrir un travail de qualité. 19h40, à l'alignement, les éléments sont classés par ordre, vérifiés point par point et transmis à la régie. Non, société locale, tu n'as pas. Non. Tu n'as pas bassin du Niger. C'est ici que se joue une partie essentielle de l'émission. C'est toute une équipe qui est en haut et qui doit s'assurer que tout est mis en place pour que le journal, quand il démarrera, se fasse sans problème. Il est 19h59, soit 1 minute avant le démarrage du journal. À ce moment, tout repose sur une parfaite coordination entre la régie et le plateau. Voilà, au terme du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont réagi. De la conférence de rédaction à la retransmission du journal en direct, le journal télévisé de RTI1 est une mécanique bien huilée, portée par des professionnels passionnés. Sous la houlette du directeur de l'information, Lansine Koné, les équipes incarnent une dynamique où rigueur et créativité se conjuguent. Nous avons mis en route ce que nous appelons le grand journal, qui dure 45 minutes, c'est tous les derniers vendredis du mois, qui comprend deux parties. Il y a le traitement de l'actualité du jour. Et après, il y a la partie où c'est des dossiers, des enquêtes, en tout cas des reportages fouillés, où tous les aspects du métier interviennent, l'interview, l'enquête. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne, même plateau. Un élément signé Davis Oyo, voici révélé le parcours de l'information, de sa collecte à sa diffusion. Et nous en parlions à l'instant de cet élément. Eh bien, il s'agit de ces innovations engagées par la direction des journaux d'information, la DGI. Il s'agit bien sûr du Grand Journal. Et nous avons avec nous l'une des présentatrices de cette édition, Marine Cognian. Marine, bonsoir. Bonsoir Herman. Alors vous présentez donc le grand journal de la RTI, innovation de la direction des journaux d'information. Ce grand journal, comment est venue l'idée de sa mise sur pied? Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis en coprésentation avec Kolo Coulibaly, bien sûr. Notre confrère dans la rédaction RTI1. L'idée, c'est d'apporter plus de contenu qu'on ne l'apporte déjà dans nos journaux télévisés, plus d'informations, de pousser, fouiller un peu plus les différents sujets que nous présentons, que nous proposons au quotidien aux Ivoiriens. Alors la première édition de ce grand journal a eu lieu. Quels ont été les retours justement, selon vous, de ce premier jet en termes d'innovation réalisé donc par la rédaction? On a eu de beaux retours, de très grands retours de tous les Ivoiriens et de toutes les personnes qui nous suivent de l'extérieur. Des personnes qui ne s'y attendaient pas. Alors, on n'a pas eu à faire, je veux dire, de grande publicité autour de cette grande édition du journal télévisé, donc qui intervient juste une fois dans le mois, le dernier vendredi de chaque mois, tous les jours. Et c'était une grande première qui s'est ouverte le vendredi 27 décembre 2024. Donc, je veux dire, une belle émission, un beau journal pour terminer l'année et aussi pour donner aussi les perspectives de notre rédaction pour l'année 2025. Alors, le Grand Journal, vous le retrouvez tous les mois,
une fois tous les mois, tous les derniers vendredis de chaque mois sur RTI 1 à 20h. Alors, docteur, on l'a entendu à l'instant, de bon retour quant à cette première édition du Grand Journal. Comment avez-vous suivi cette première édition du Grand Journal? Le Grand JT ou le Grand Journal est une grande innovation. Vous savez que l'innovation est le fleuron de la modernité. Si vous n'innovez pas, vous reculez ou vous restez statique. Lorsqu'on prend les éléments qui composent le Grand Journal, on se rend compte que c'est rapidement une synthèse des grands faits qui sont passés. Je vais dire quoi? Je vais dire simplement que vous pouvez rater les différentes émissions Journal Télé, mais quand vous regardez le Grand Journal, vous avez cette impression nette que vous êtes au même niveau d'information que ceux qui ont regardé. Mais il faut saluer ici ceux qui travaillent en back-office. Parce que c'est d'abord la pensée qui gouverne le monde et rien d'autre. Et je sais que le Grand JT a été pensé. Il faut dire merci à ceux qui l'ont fait. Et il faut trouver des émissions comme ça qui correspondent à l'idéal du téléspectateur. Voici pourquoi, comment on vit. Et le Grand Journal fait partie des marques distinctives de la RTI. Merci à vous, docteur, pour cet avis, et merci à Marine Cognan, merci également à Kolo Koulibaly, présentateur donc attitré du Grand Journal. On passe tout de suite au sport. Le sport, vous le savez, en 2024, eh bien, la Côte d'Ivoire a vibré au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Les athlètes ivoiriens se sont illustrés à bien de niveaux, et cela positivement, et on en parle maintenant avec Samuel Mech. C'est toujours un immense plaisir pour nous de recevoir Samuel Mech. Samuel Mech, journaliste à la rédaction sportive de RTI Sport. Samuel, bonsoir. Merci de votre dynamisme. On se souvient que pendant cette CAN, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Exactement. Sur le champ justement de la couverture de cette CAN. On a pu voir toutes ces populations, tous ces peuples mobilisés pour cet événement. Avec vous, nous allons parler du succès justement de nos athlètes ivoiriens dans plusieurs disciplines sportives et de l'effort justement fourni par le gouvernement pour permettre à la Côte d'Ivoire de réussir ce pari d'organiser une CAN Made in Côte d'Ivoire. Et c'est avec Moyabi Diabaté. Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire a sa 3e médaille continentale. L'un des faits majeurs de l'année 2024 pour le sport ivoirien a été la consécration des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après une période de turbulence, l'équipe nationale a su relever le défi et décrocher un nouveau sacre continental. La Côte d'Ivoire a battu ses adversaires avec une détermination sans faille et une solidarité exemplaire sur le terrain. On a eu le temps de faire notre autocritique et puis derrière, il fallait juste être moins ridicule que les phases des poules. C'est ce qu'on a fait avec un état d'esprit magnifique. Et puis voilà, on est content. Le sport ivoirien a également brillé sur la scène mondiale avec une performance exceptionnelle de Cheikh Cissé. Lors des Jeux Olympiques Paris 2024, il a remporté une médaille de bronze en taekwondo. Un exploit qui a fait rayonner la Côte d'Ivoire. Autre victoire retentissante pour les Ivoiriens, celle des éléphants maracaniers lors de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Ce sport de rue, pratiqué dans les quartiers populaires, a permis à la Côte d'Ivoire de se distinguer sur la scène internationale. Cette victoire symbolise la diversité et la richesse du sport ivoirien qui dépasse les frontières des compétitions domestiques. L'année 2024 a été également marquée par la qualification des éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette nouvelle qualification renforce la position de la Côte d'Ivoire comme l'une des grandes nations du football africain. Les supporters ivoiriens attendent déjà avec impatience la 4e étoile ivoirienne. La Côte d'Ivoire s'est illustrée en validant sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20. Désignés pays hôte de la compétition, les éléphants tenteront de briller à domicile, comme ça a été le cas lors de la CAN Senior. Alors ici signé Moyabi Diabaté. Alors Samuel Mech, lorsqu'on évoque le souvenir de la CAN, on a presque envie de tomber le costume et d'enfiler à nouveau son maillot pour revivre justement tous ces moments remplis de suspense. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a vibré au cours de cet événement. Un moment important, n'est-ce pas? Un moment important dans l'histoire déjà des footballeurs, mais surtout dans l'histoire des journalistes que nous sommes au niveau de la RTI, parce que nous avons accompagné cet événement de bout en bout et si toutes les rédactions
confondus au niveau de la RTI qui ont suivi le mot d'ordre donc donné par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travers donc tous les démembrements ministériels et qui ont permis qu'on puisse également donc toucher le cœur des Ivoiriens parce que tous les matchs étaient retransmis en direct et avec un plateau exceptionnel. C'était sur la RTI et il fallait donc bien faire les choses. Cette CAN, elle restera donc dans les mémoires, elle nous aura permis de vibrer, mais il n'y a pas que la CAN parce que justement le président de la République, dans son ambition, son objectif est de faire de la Côte d'Ivoire une puissance sportive et donc les moyens ont été mis. Il y a eu la CAN, il y a eu ce trophée tant recherché qui a fait vibrer l'ensemble de la Côte d'Ivoire, mais aussi toute l'Afrique et le monde. Et puis, à côté, il y a eu la Maramonde, quand même. Ah oui, la Maramonde. Mais oui, vous êtes joueur de Maracana, je suppose. Effectivement. Mais voilà, donc il y a eu la Maramonde et la Côte d'Ivoire a organisé la première édition de la Coupe du Monde de Maracana et l'a remportée. Un fait important et historique, on pourrait le dire, à noter sur les pages sportives de la Côte d'Ivoire. Et notons également que la Côte d'Ivoire sportive sera encore sous le feu des projecteurs en 2025, avec bien sûr la CAN au Maroc, mais l'afro-basket féminin, la CAN des U20. Oui, la Côte d'Ivoire sera encore sous les feux des projecteurs, sollicitée un peu partout. D'ailleurs, le président de la République s'est encore donné l'occasion de faire briller le drapeau ivoirien à travers les sportifs. C'est 58 milliards de francs CFA qui ont été adoptés donc, pour le ministère délégué en charge des sports. Et puis, à ce niveau, il faut noter qu'on sera présent d'abord en mars 2025 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire est très, très attendue à ce rendez-vous. Et puis, à côté, on aura la CAN au Maroc. Pourquoi pas une 4e étoile? On y croit fortement parce que justement à côté, les éléphants sont en train de travailler à donner un peu plus d'allant donc à cette équipe-là. Faye Mers et son commando veulent encore naturellement faire parler d'eux et puis on regardera ce que cela va donner. La Côte d'Ivoire est attendue au Maroc, mais la Côte d'Ivoire est attendue aussi donc pour la CAN des U20, une compétition que nous allons organiser ici encore avec ces infrastructures de rêve en héritage qu'on a reçu donc de cette CAN 2023. Imaginez donc tous ces stades, ils doivent être utilisés et la CAF a fait confiance à la Côte d'Ivoire pour cette organisation. On sera là donc à Bouaké et à Yamoussoukro pour vivre encore au rythme du sport africain. Les éléphants U20 devront faire mieux, pourquoi pas, remporter ce trophée et encore faire vibrer donc, les supporters. On aura aussi l'afro-basket féminin en 2025 organisé en Côte d'Ivoire. C'est le championnat d'Afrique de basketball pour ce qui concerne donc, les femmes, la 27e édition. Ce sera de juillet à août 2025. Herman Guivet, c'est un rendez-vous qui laissera également les amoureux du basket dans un moment très festif. Et puis le championnat d'Afrique de judo en mai, l'Open international de judo en juin. C'est tous ces rendez-vous-là qu'on attend avec, on dira, impatience pour cette année 2025. Docteur, je me tourne vers vous. On parlait à l'instant de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, là, on est dans le domaine sportif. On se rappelle justement de cette grande vague, donc justement, d'intenses émotions qui a gagné tout le pays à la faveur de cet événement, mais surtout de l'investissement du gouvernement dans les infrastructures. Votre avis justement de cette vision du chef de l'État quant à l'investissement dans les infrastructures sportives? Merci beaucoup. Le sport, facteur d'union, le sport, facteur de solidarité, mais aujourd'hui, le sport est une industrie, comme nous l'avons dit au début. Vous savez qu'avec l'obtention de ces stades, nous allons développer ce qu'on appelle, et l'appeler de puissance sportive. Nous allons développer à la fois le sport collectif et le sport individuel. Si vous prenez par exemple le stade de Korogo, vous ne pensez pas qu'on peut trouver des Aroué là-bas? Vous ne pensez pas qu'on peut trouver des chèques citoyens? C'était la problématique des infrastructures est réglée. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant la conception et la planification de tout ce qu'on appelle activité sportive. C'est ce qui nous manque. Sinon, on a au niveau des ressources humaines, on a des grands sportifs qui sont passionnés, on a les supporters, on vient d'obtenir les infrastructures. Il reste maintenant la transformation mentale, c'est-à-dire la conception dans chaque domaine du sport, la planification, l'exécution, surtout le contrôle. À partir de là, nous pourrons être, ce que notre frère vient de dire, une puissance sportive. Mais je ne tire pas le chapeau seulement sportif, je tire le chapeau à la RTI. Parce que pendant la CAN, vous avez montré un savoir-faire absolu. Autant en direct, autant sur les réseaux sociaux, mais hors du stade. Nous avons rêvé grâce à vous. Je dis toujours que la RTI ne cherche pas à déplacer les montagnes, puisqu'elle est au-dessus des montagnes. Bien sûr, nous sommes au cœur des voilà. Oui, c'est clair. Bravo, bravo. Avec vous, on peut mener la politique sportive à bel escient, parce qu'il faut l'information.
On nous dit, on vient de me rappeler que ce n'était pas 3-0, c'était 4-0. J'ai parlé de ce déshonneur. Mais à la fin, quand on a remporté, vous avez compris que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Le sport doit être le fait de toute politique. Et aujourd'hui, dans les indicateurs de performance des économies, le sport vient en pole position. Il ne faut pas s'amuser avec le sport. C'est une véritable activité qui donne d'abord sur tous les plans. C'est d'abord même la première ordonnance de la santé publique. On l'a compris à travers les propos du docteur Djofolo que un vaste chantier de réhabilitation de ces infrastructures sportives s'impose. C'est d'ailleurs un projet important pour le ministre délégué au sport, n'est-ce pas? Un projet important pour le ministre délégué, mais surtout pour le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. Vous le savez, donc, il a pris son bâton de pèlerin, il a entendu le message du chef de l'État et Robert Begré-Mombé a décidé donc de lancer la réhabilitation, on dira, des infrastructures sportives de proximité. Il y en a qui vont être construites, il y en a qui vont être réhabilitées, et puis réhabiliter aussi les installations sportives héritées donc des fêtes tournantes de l'indépendance dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est un gros projet pour 2025. Vous comprenez donc que l'État ivoirien est véritablement engagé dans cette politique sportive et faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent pratiquer le sport. Et on voudrait à cet effet dire bravo d'ailleurs à Cissé Cheikh Salah, parce qu'il y a des futurs champions du monde qui sont en train de naître, il y a des Muriel Aouri qui sont en train de naître. Il faut avoir des infrastructures pour pratiquer leur sport. Et bravo déjà à tous ces champions-là qui sont comme Didier Drogba, Muriel Aouri, Abdoulaye Traoré, et j'en passe, donc des sportifs qui font rêver et qui ont fait rêver plus d'un. Merci à vous Samuel Metch pour ce point de ce qui aura marqué 2024 en matière de sport. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ils sont nombreux à travailler dans l'ombre, on ne les voit pas toujours, mais ils constituent le fer de lance, l'épine dorsale de cette rédaction. Ce sont nos collaborateurs, certains d'entre eux se retrouvent en région, d'autres sont avec nous ici à Abidjan, mais à côté de cela, il y a également ceux qui travaillent derrière la caméra. On aura l'occasion de leur donner la parole. Pour l'heure, nous voulons nous tourner vers nos confrères journalistes. Nous avons Kader Sogodogo de la rédaction de RTI Bouaké. Kader Sogodogo, un nom que vous connaissez bien. Kader, bonsoir. Bonsoir, Eman Guivier. Alors Kader, vous êtes avec nous ce soir pour participer à cette grande retro 2024 du côté de Bouaké. Comment est-ce que l'on travaille en cuisine pour pouvoir donner la bonne information aux téléspectateurs? Bouaké travaille comme toutes les rédactions normales. Il y a donc la collecte de l'information, il y a son traitement et également sa diffusion. Nous essayons au maximum d'être proches des communautés, de relater leur quotidien, et pour l'heure, tout se passe très bien. En 2025, nous souhaitons aller encore plus loin, plus proche. Voilà. Alors, à côté de Kader, je vais vous inviter à passer le micro à Herman Yamien, qui est également l'un de nos correspondants. Herman Yamien, correspondant de la RTI dans l'Indénié du Ablin, dans le Moronou, dans le Ifou, le Gontungo, le Bunkani. Herman, bonsoir. Bonsoir, Guivé. Alors, comment arrivez-vous à accumuler justement toute cette charge de travail, à couvrir, à assurer la couverture au niveau de toutes ces régions, dites-nous? Justement, il faut dire que j'ai en charge plusieurs régions, 5 régions de la Côte d'Ivoire, l'Indénié du Ablin où je suis basé. J'ai en charge le Gontugo, le Bunkani, le Moronou et le Ifou. Il faut dire que tout se passe bien jusqu'à aujourd'hui. Alors, je reçois les demandes d'Abidjan, je les traite, j'essaie de rentrer en contact avec les organisateurs des cérémonies. Je m'y rends, je fais les reportages comme il se doit et je rends compte à la rédaction. Mais il faut dire que à côté de cela, je tourne des informels également. Je fais des dossiers pour voir un peu le quotidien des populations dans ces localités. Alors Herman, est-ce que vous êtes confronté à quelques difficultés sur le terrain? Bien entendu, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. L'accès aux différentes localités pour les tournages, les voies d'accès sont très difficiles à pratiquer. Régulièrement, les véhicules sont en panne. Et il se trouve aussi que souvent, vous faites l'effort d'échanger avec les organisateurs des cérémonies. On ne vous donne pas toutes les informations. Vous arrivez, la cérémonie a été annulée. Et c'est sur place que vous vous rendez compte, cela nous rend un peu la tâche difficile. Et ça, ce sont les réalités du reportage terrain. Exact. Merci à vous, Herman Yamien, d'avoir donc été avec nous pour cette émission de Retro spéciale 2024. Je vois Ami Sissoko, je vois donc Abdoulaye Koné qui est également présent. Dans le public, nous avons Abou Sanogo, Walter Amadou Ouattara, Davy Soyo, Jean-Marc Djadji, Didier Nguesson, Carmel Dia. Et de l'autre côté, nous avons le chef Jijika, Jean-Jacques Kwameala, Delphine Blas, la rédactrice en chef, Malika Koulibaly, Célestin Frodo, notre caméraman de
du service institutionnel, le doyen Gata qui est donc avec nous, et puis Chris Diomandé qui est donc aussi avec nous sur ce plateau pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je voudrais inviter l'ensemble des journalistes de la rédaction à se joindre à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année à 2025. Des journalistes que vous retrouvez régulièrement au cours justement de journaux et d'éditions de la rédaction. Je voudrais inviter également le docteur donc Doumbia à nous rejoindre. Il y a Sephora Ziggy que vous avez pu suivre à l'instant qui commentait l'élément du service société qui est avec nous. Sephora, bonsoir. Voilà, je suis bien encadré avec la rédactrice en chef et tous ces journalistes qui ont participé justement à l'élaboration de cette émission. Du côté de la réalisation, il y a également du monde qui a travaillé à Sawadogo, il y a Berthé Nabré, il y a Arlène Pouka, le chef d'orchestre justement à leur niveau, Hervé Blé qui a piloté justement cette émission. Le docteur est avec nous, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Voilà. Bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs de RTI 1, la chaîne toujours au cœur des grands événements.